il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. C'est une scène à peine croyable. Gambling with World War III. Your country is in big trouble. You're not winning. You're not winning this. Du jour au lendemain, en l'espace d'une conversation, les États-Unis suspendent toutes les aides de l'effort de guerre ukrainien. La France prévoit de doubler son budget militaire en passant de 2 à 3,5% du PIB. C'est une mesure tout simplement historique et inédite depuis la guerre froide et l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. Cette mesure, elle remet sur la table un terme qu'on pensait appartenir au passé, l'économie de guerre. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Même si la France n'est pas directement en guerre, le monde, lui, l'est. Notre économie, elle, va s'adapter rapidement à cette réalité. Même sans augmenter les impôts, en temps de conflit, l'État français peut entre autres réquisitionner les entreprises, capter l'épargne des individus et réorienter les revenus des travailleurs vers des efforts collectifs plutôt que des gains personnels. De mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics. Sur le papier, la hausse du budget de défense pourrait faire croire à un levier de croissance économique, mais l'écrasante majorité des études menées sur le sujet indiquent plutôt l'inverse. Appauvrissement général, destruction de l'épargne, inflation incontrôlée, voici seulement quelques risques auxquels nous faisons face dans ce climat de tension. L'argent ne valait plus rien du tout, il fallait 2 milliards de marks pour acheter un morceau de pain. Mais pourquoi? Quels sont les mécanismes de l'économie de guerre qui sont si morbides pour votre épargne? Comment protéger vos proches, votre patrimoine, votre retraite? À qui profitent réellement les conflits et comment vous pouvez profiter de cette situation très particulière? Si vous cherchez les réponses à ces questions, cette vidéo est faite pour vous. Et vous posez la question des financements nouveaux, et notamment des financements privés. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de Finari. Finari, c'est une application qui vous permet de suivre vos investissements, de gérer votre budget et d'investir directement dans les meilleures opportunités. Sur ma chaîne YouTube, moi et mon équipe postons 2 vidéos par semaine afin de vous aider à être un acteur de votre liberté financière en prenant en main vos finances. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie des gens qui s'inquiètent de l'impact des tensions géopolitiques sur leur patrimoine. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo après l'avoir vue et à la partager à des proches qui, eux aussi, pourraient être intéressés par leur avenir financier. Avec mon équipe, on bosse dur pour vous proposer 2 contenus par semaine gratuits afin de mieux gérer votre argent. Alors si mes vidéos vous ont aidé, abonnez-vous et surtout activez la cloche afin d'être informé de la sortie de la prochaine. Pour que vous puissiez protéger efficacement votre patrimoine en économie de guerre, il faut d'abord la comprendre. La première chose à comprendre, c'est qu'un pays n'a pas besoin d'être en guerre pour adopter une économie de guerre. Une économie est dite de guerre quand un pays décide de réorienter massivement ses ressources vers l'effort de défense pour faire face à une menace existentielle. L'État va injecter des fonds publics et privés dans les secteurs industriels pertinents. Il crée ainsi une demande urgente pour la main-d'œuvre disponible et accélère le développement de nouvelles technologies pour répondre aux besoins militaires immédiats. En théorie, on peut donc s'attendre à une hausse de la croissance économique et à une réduction du chômage. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Mais l'économie de guerre, c'est une épée à double tranchant. Dans la pratique, on observe qu'elle a plus souvent mené à l'appauvrissement de la population, à la destruction de l'épargne et à la stagflation, c'est-à-dire l'inflation sans croissance. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre comment est financée une économie de guerre. Même en temps de guerre, augmenter les impôts serait une mesure incroyablement impopulaire qui équivaudrait à un suicide politique. Mais l'État doit tout de même financer ses colossales dépenses militaires, et ce, d'une façon ou d'une autre. Pour ce faire, il a 3 possibilités. La première, c'est la confiscation des biens ennemis. C'est la méthode la plus souhaitée, mais aussi la plus imprévisible. La deuxième, c'est l'emprunt massif. Et la troisième, c'est la création monétaire. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand a par exemple presque exclusivement financé sa guerre avec des émissions d'obligations et donc de l'emprunt public en promettant une victoire aux investisseurs. Sauf que vous le savez, la victoire peut ne jamais arriver alors que la dette, elle, ne va nulle part.
Lorsque la victoire n'était plus qu'un mirage et que la dette est devenue insoutenable, l'Allemagne a été contrainte de se replier sur la planche à billets. Entre 1914 et 1923, la masse monétaire allemande a été multipliée par plusieurs milliards, conduisant à une hyperinflation dévastatrice que vous connaissez tous. Alors même avec cet enseignement de l'histoire, la pandémie du Covid-19 nous a montré que la création monétaire massive, le quoi qu'il en coûte, devient rapidement l'option privilégiée face à une crise majeure. La création monétaire, c'est un peu comme une drogue à laquelle sont accros les politiques. Et cette drogue, c'est un danger indirect pour votre épargne. En créant de l'inflation, elle dilue la valeur de la monnaie nationale et donc de votre épargne. La valeur de chaque euro que vous possédez diminue silencieusement et cette inflation, vous allez la découvrir bien trop tard, un beau jour lorsque vous irez faire vos courses comme d'habitude et que d'un coup, votre budget ne suffira plus pour couvrir des besoins essentiels. Mais est-ce vraiment le seul danger qui menace votre épargne? Est-ce vraiment de cela dont parlent les médias quand ils affirment que votre épargne est en danger? Vous l'avez vu, les moyens de financer une guerre ne sont pas très nombreux. Ils sont soit imprévisibles, soit très risqués. Dans une telle situation, l'État peut décider de se tourner vers une ressource trop importante pour être ignorée, l'épargne des citoyens. Et vous posez la question des financements nouveaux, et notamment des financements privés. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Le trésor de guerre des Français, aujourd'hui, c'est 600 milliards d'euros sur les livrets A et les LDDS, 300 milliards d'euros sur les LEP et les PEL, et surtout 2000 milliards d'euros stockés dans des contrats d'assurance vie. Au total, c'est un pactole de 2900 milliards d'euros d'épargne qui fait saliver les politiques. Par contre, une note de bas de page que les médias traditionnels ne mentionnent pas, c'est que la captation de l'épargne prend rarement la forme d'une confiscation directe. Cette captation est souvent présentée comme un effort patriotique et peut prendre la forme d'emprunts forcés, de taxes exceptionnelles ou encore de blocage temporaire des comptes d'épargne. En 1936, le Front populaire a imposé un emprunt forcé aux détenteurs de bons du Trésor français. En 1945, le gouvernement provisoire a gelé 80% des avoirs en banque et procédé à un échange forcé des billets. En 1983, l'emprunt de l'or obligatoire a touché les contribuables les plus aisés. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu annonce une aide à l'Ukraine financée à partir d'avoirs gelés russes. Emmanuel Macron, lui, évoque le lancement de produits d'épargne destinés à financer le programme de défense. Pour savoir si ce lancement est une menace directe sur votre épargne, il faut se poser la question suivante. La réponse est compliquée. Il y a un an, Emmanuel Macron parlait déjà d'économie de guerre. Son discours a depuis été éclipsé pour diverses raisons, mais aujourd'hui, face à la politique imprévisible de Donald Trump, la discussion revient sur le devant de la scène. Pour le ministre de l'économie, Éric Lombard, la France n'y est pas encore, mais il le faut. Pendant ce temps, les faillites d'entreprises atteignent des niveaux historiques et nous traversons une période de croissance faible. C'est dans ce contexte déjà difficile que nous annonce l'entrée en économie de guerre. On est donc en droit de se demander si l'espoir caché, c'est que l'économie de guerre relance l'économie française. Où se trouve la frontière entre la rhétorique politique et la réalité? D'un point de vue terre-à-terre, historiquement, une économie de guerre implique des sacrifices considérables. L'État rationne les ressources, réquisitionne les entreprises et contrôle les prix, les taux et l'emploi. Nous sommes encore très loin d'un véritable effort de guerre, mais ça n'empêche pourtant pas d'observer des signaux d'alerte inquiétants. L'or bat des records historiques, atteignant près de 3000 $ l'once, un signe classique de méfiance envers les monnaies fiduciaires, les monnaies émises par les banques centrales. On assiste aussi à un début de contournement des règles budgétaires. Au niveau européen, il a été suggéré d'exclure les dépenses militaires des budgets qui limitent les déficits publics à 3% du PIB. Quelque part, c'est une manière de justifier de nouveaux dérapages des comptes publics. Enfin, Ursula von der Leyen a présenté un plan colossal de 800 milliards pour la défense européenne et le soutien à l'Ukraine. Le problème fondamental, c'est toujours le même. Comment financer ces nouvelles dépenses? Recourir à la planche à billets serait extrêmement risqué car cela risquerait de raviver l'inflation. Or, si nous voulons augmenter nos dépenses militaires, il faudra bien les financer et cela ne pourra pas se faire sans conséquence sur le pouvoir d'achat des Français. Et maintenant, passons à la partie qui vous intéresse le plus, comment protéger votre patrimoine en économie de guerre. Pour ça, vous avez deux leviers. Le premier, c'est la protection par la diversification. Durant l'hyperinflation allemande de 1923, quand la valeur de la monnaie s'est effondrée en quelques heures, qu'une miche de pain s'échangeait à 2 milliards de marks, qu'il fallait incinérer des billets de banque pour se réchauffer, ceux qui s'en sont le mieux tirés sont ceux qui n'ont pas conservé
toute leur épargne en liquidité. Grâce à leur détention d'actifs tangibles comme l'immobilier, l'or, les actions étrangères ou encore les devises, ils ont réussi à maintenir leur niveau de vie malgré le chaos sans précédent dans lequel était plongé leur pays. Alors quelles sont les leçons qu'on peut tirer du passé pour protéger notre épargne aujourd'hui? Je vous l'ai déjà dit, le mot d'ordre, c'est la diversification. Même un choc économique majeur ne peut pas venir à bout d'un patrimoine rigoureusement diversifié. Il y a quelques semaines, donc un tout petit peu avant tous ces événements, on a analysé le patrimoine d'un de nos abonnés, comme on le fait tous les dimanches. Entre le moment où notre abonné nous a soumis son profil et le moment où on a posté la vidéo, son patrimoine a presque été divisé par 2 et a perdu plus d'1 million d'euros en valeur. La raison, son portefeuille ultra concentré était composé à 30% de Bitcoin et au global à 87% de crypto. Alors vous n'avez peut-être pas de crypto, mais vous avez certainement de l'argent sur un compte courant ou sur un livret. Dans les deux cas, vous êtes exposé à un risque immédiat. Non seulement l'inflation galopante des économies de guerre viendra éroder votre pouvoir d'achat, mais votre épargne sera également exposée aux mesures d'exception. Plafonnement des retraits, blocage temporaire des comptes ou même prélèvement forcé par l'État. Alors comment répartir son patrimoine afin de résister à ces tempêtes économiques ? Autre actif tangible intéressant, l'immobilier locatif vous permet de résister à l'inflation, notamment grâce à un mécanisme de réajustement des loyers. Les terres sont aussi un des actifs les plus sous-estimés alors qu'elles cochent toutes les cases d'une protection en période de crise. Si les terres offrent une résilience si unique, c'est qu'elles permettent de produire les ressources qui sont les piliers sans lesquels aucune société ne peut exister. Nourriture, eau, bois, et ce peu importe l'ampleur du choc économique. D'autres actifs physiques comme les bijoux ou les montres conservent leur valeur indépendamment des fluctuations monétaires. Mais attention, l'histoire nous enseigne que la diversification géographique est tout aussi importante que la diversification entre les classes d'actifs. Avoir tous ces investissements dans une seule économie est risqué, par exemple si celle-ci venait à entrer en guerre. En ayant une partie de votre épargne à l'étranger, idéalement dans des pays moins impliqués dans le conflit, voire neutres, vous pouvez les protéger. Et c'est là qu'entre en jeu le fameux compte bancaire en Suisse. Malheureusement, celui-ci est souvent réservé au plus gros patrimoine et requiert des dépôts minimums. Mais je vais vous partager un secret, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire en Suisse pour vous diversifier géographiquement. Vous pouvez tous acquérir des devises stables comme le franc suisse, mais aussi la livre sterling ou encore le dollar américain directement via une banque française ou des plateformes de change en ligne. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un compte multi-devises chez des néobanques comme Revolut ou Wise qui permettent de détenir des francs suisses sans les frais prohibitifs d'un compte bancaire suisse. Ensuite, vous pouvez tous investir dans des ETF qui sont libellés dans d'autres devises, par exemple le franc suisse ou la livre. Vous pouvez faire cela via votre compte titre, mais aussi via votre assurance vie. Et enfin, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la protection de l'épargne, vous pouvez souscrire à une assurance vie luxembourgeoise qui présente un avantage de taille, le triangle de sécurité. Dans un contrat luxembourgeois, 3 acteurs entrent en jeu. L'assureur, la banque dépositaire et le commissariat aux assurances qui contrôlent les règles du jeu. Vos fonds sont dans un compte titre chez le dépositaire et sont donc strictement séparés de ceux de l'assureur. En cas de faillite de l'assureur, c'est la banque dépositaire qui viendra vous restituer votre épargne. Un contrat d'assurance vie français, lui, a d'autres garanties, mais elles sont plafonnées à 70 000 € par épargnant et par établissement. Autre avantage majeur d'un contrat luxembourgeois, la loi Sapin 2, qui pourrait bloquer les rachats et les arbitrages dans les contrats français en cas de crise, ne s'applique pas sur ces contrats. Une exception notable, si votre contrat comporte du fonds en euros, qui est généralement géré par un assureur français. Ces fonds en euros, eux, restent bien concernés par Sapin 2 et pourraient donc être bloqués en cas de crise majeure. Si le contrat d'assurance vie vous intéresse, eh bien, sachez qu'on en propose chez Finari avec notre gestion privée Finari One. Notre contrat a des frais bas, vous donne accès à une palette extrêmement large d'actifs et vous pouvez même faire du crédit lombard. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Enfin, je ne pouvais pas ne pas parler de la finance décentralisée. En économie de guerre, le risque qu'une plateforme de crypto centralisée entrave les retraits est une menace réelle. Face à cette menace, la seule façon de garantir la souveraineté de vos cryptos, c'est de détenir un hardware wallet, par exemple un ledger, afin de vous-même contrôler vos clés privées. Il est aussi important de sélectionner des cryptos qui sont résistantes à la censure, la principale étant évidemment le Bitcoin. En 2022, beaucoup d'Ukrainiens ont pu compter sur leur Bitcoin afin de recevoir des dons ou bien pour fuir leur pays avec un actif facilement transportable et qui garde sa valeur même en dehors des frontières du pays. La crypto n'est pas parfaite et la volatilité peut être importante. L'objectif n'est pas d'abandonner complètement la monnaie, mais d'avoir un patrimoine équilibré et résilient. Un patrimoine capable de traverser de forts chocs sans subir de pertes brutales. Maintenant que vous avez compris le principe de la protection par la diversification, on peut attaquer le sujet de la protection par la dette.
Il faut que vous compreniez une chose. Quand l'inflation augmente, les dettes à taux fixe se dévaluent naturellement. Paradoxalement, cette dette peut donc devenir une stratégie en période d'inflation. Dans l'Allemagne hyperinflationniste, ceux qui s'étaient endettés pour acheter des actifs tangibles, dont on a parlé avant, ont vu leur dette littéralement s'évaporer. Un emprunt immobilier contracté en 1920 pouvait être remboursé avec la valeur d'un timbre-poste dès 1923. Alors évidemment, ces circonstances étaient exceptionnelles et on ne peut pas s'attendre à pouvoir répliquer exactement cette situation. Par contre, il est tout à fait possible d'utiliser intelligemment la dette pour protéger votre patrimoine. En premier lieu, il est indispensable d'éviter les dettes à taux variable, celles qui pourraient s'ajuster à l'inflation. Mieux vaut privilégier les emprunts à long terme et surtout à taux fixe afin de financer l'acquisition d'actifs tangibles, comme l'immobilier. Jusque-là, rien de sorcier, c'est la forme la plus commune des emprunts en France. L'effet de levier de l'immobilier vous permettra d'acquérir des biens locatifs dont les rendements, donc les loyers, pourront être ajustés à l'inflation. C'est une protection intéressante, mais pas parfaite. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à ajouter cette vidéo à votre liste à regarder plus tard. Et le plus important, c'est de ne pas emprunter pour financer des dépenses de consommation ou des actifs qui se déprécient. Tout ça paraît très simple, mais attention, cette stratégie n'est pas sans risque et doit uniquement être mise en œuvre si vous avez une situation financière stable et des revenus relativement sécurisés. L'endettement doit rester maîtrisé et adapté à votre capacité de remboursement, même en cas de hausse des taux. Maintenant, vous avez compris comment protéger votre patrimoine dans une économie de guerre. Si vous faites partie des plus audacieux, je vous donne rendez-vous dans la prochaine section afin d'apprendre à s'enrichir même en temps de guerre. L'hyperinflation allemande des années 20 a complètement reconfiguré la société. La classe moyenne, principalement composée de rentiers, de petits épargnants et de fonctionnaires, a été réduite à néant. Leurs revenus ne suivant pas l'inflation, les professeurs d'université se retrouvaient à mendier dans les rues. Des retraités qui pensaient avoir assuré leurs vieux jours ont plongé dans la misère. Mais pendant ce temps, certains se sont enrichis de façon spectaculaire. Des propriétaires d'usines d'armement, des fournisseurs de l'État et ceux qui avaient emprunté massivement avant l'inflation ont vu leur patrimoine exploser. Si les guerres détruisent les patrimoines, elles en créent aussi de nouveaux. À chaque grand conflit, certains investisseurs ont su placer leur épargne au bon endroit afin d'en sortir enrichis. Alors si un conflit venait à éclater demain, où faudrait-il placer son épargne pour non seulement la protéger, mais aussi la démultiplier? En période de guerre, la priorité de l'État, c'est l'armée. Toutes les industries non essentielles prennent donc un coup. On le voit déjà aujourd'hui avec le luxe, où la majorité des grandes valeurs ont perdu plusieurs points après l'allocution du président. En période de guerre, les budgets militaires explosent véritablement. Traditionnellement, les gouvernements achètent armes, munitions, drones et investissent massivement dans la technologie militaire. Des entreprises comme Rheinmetall, Thales, ArcelorMittal ou encore Edenred voient leur valeur grimper. Mais aujourd'hui, la guerre ne se limite plus au champ de bataille. Les cyberattaques sont devenues une arme redoutable capable de paralyser des infrastructures stratégiques. Pour s'en protéger, les États dépensent des milliards dans la cybersécurité. Ici encore, des entreprises comme Darktrace, Sophos Group ou encore Dassault sont en première ligne pour sécuriser les communications et contrer ces hackers. Mais faites attention, guerre ou pas, les fondamentaux ne changent pas. L'achat d'actions individuelles, autrement dit le stock picking, est souvent une stratégie perdante. Pourquoi ? Car il est très difficile de savoir quelles valeurs vont sortir gagnantes d'une situation économique. Heureusement, il existe plusieurs ETF thématiques qui permettent de s'exposer à l'intégralité de ces secteurs. Vous remarquerez que je n'ai cité que des entreprises ou des indices européens, puisqu'aux dernières nouvelles, les États-Unis souhaitent se retirer de cette guerre. Comme je vous le disais juste avant, la guerre remet tout à plat, et les besoins les plus importants d'une société sont les ressources vitales. L'eau, la nourriture, l'énergie et les matières premières. Quand les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, les prix des denrées alimentaires explosent. Ceux qui contrôlent la production et la distribution s'enrichissent. Les géants de l'agroalimentaire comme Nestlé, Danone ou encore Unilever prospèrent quand la demande devient critique. Même chose pour les entreprises de logistique ou encore de transport. Les États et les entreprises doivent continuer à faire circuler les biens stratégiques. Des acteurs comme Maersk ou encore DSV Panalpina deviennent alors des maillons clés de l'économie de guerre. Le cas de CMA-CGM, l'un des plus grands transporteurs maritimes au monde, est particulièrement édifiant. Pendant la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine, les perturbations des chaînes logistiques ont fait exploser les tarifs du fret maritime. Les profits du groupe français ont été multipliés par 50 entre 2019 et 2021, passant de 382 millions d'euros à plus de 18 milliards. C'est simple, en 2021, CMA-CGM était la boîte la plus rentable de France. Une performance exceptionnelle qui montre comment les crises géopolitiques
peuvent créer des opportunités incroyables pour certains acteurs. Là aussi, de nombreux indices thématiques peuvent être répliqués par des ETF. Le prochain besoin vital en temps de conflit, c'est l'accès à l'énergie. Les coupures d'électricité, les pénuries de carburant et les dépendances aux réseaux centralisés poussent les populations et les entreprises à chercher des solutions autonomes. Les fabricants de générateurs, de batteries solaires ou encore de systèmes de filtration d'eau voient leurs ventes exploser. Dès les premiers mois de la guerre en Ukraine, la demande en groupes électrogènes et de solutions de stockage d'énergie a explosé. Des entreprises comme Tesla Powerwall, Varta, Alfen, EDP Renewables bénéficient de cette ruée vers l'autonomie énergétique. Des fabricants européens de systèmes d'énergie autonomes comme Siemens Energy, Schneider Electric ou encore SMA Solar Technology en bénéficient aussi. Ici encore, j'ai demandé à mon monteur de vous afficher les indices clés. Le tout dernier enjeu stratégique, ce sont les matières premières essentielles. Lithium, cuivre, terres rares, ces métaux sont indispensables à l'armement et aux technologies avancées. Leur prix grimpe en période de conflit et ceux qui détiennent des actions dans ces secteurs vont en profiter largement. Là encore, les indices qui permettent de s'y exposer vont s'afficher juste ici. Si on résume, vous savez maintenant ce qu'est une économie de guerre et comment elle peut vous affecter. Vous savez aussi comment protéger votre épargne. Et enfin, vous savez que l'histoire nous enseigne que les crises, même les plus sévères, créent toujours des gagnants et des perdants. La différence entre les deux, c'est la préparation et l'anticipation. L'économiste Ludwig Erhard disait « L'inflation est comme un dentiste qui enlève les dents sans anesthésie. Ceux qui y sont préparés souffrent moins. » Si vous souhaitez que j'approfondisse le sujet et qu'on aborde d'autres stratégies d'investissement encore plus détaillées pour vous protéger contre l'inflation et l'instabilité économique, faites-le savoir dans les commentaires. Tous les jours, on me demande dans quoi il faut investir lorsqu'on débute. Il y a cette peur bien réelle de perdre tout cet argent que vous avez mis tant de temps à économiser. Si vos placements ne vous rapportent pas au moins un pourcentage égal ou supérieur à l'inflation, vous êtes en train de perdre de l'argent en ce moment même. C'est ce que Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde. Il faut voir l'investissement comme un et pas un.